Les matins de France Culture. Jean Lémarie. Il pourra bientôt entrer dans le dictionnaire. L'article 49, alinéa 3 de la Constitution, il est presque devenu un nom commun finalement. En tout cas, un outil familier de notre vie politique. Familier et souvent détesté, il faut bien le dire. Pourquoi tant de haine ? Nos deux invités pour parler de ce 49.3 ce matin. Bonjour Anne-Charlène Bézinard. Bonjour Jean. Spécialiste de la Constitution, enseignante à l'Université de Rouen et à Sciences Po Paris également. Vous venez d'écrire un livre qui paraîtra jeudi prochain, Cette Constitution qui nous protège, chez XO Éditions. Bonjour Mariama Daramé. Bonjour Jean. Vous êtes journaliste au Monde où vous suivez précisément les affres de la vie parlementaire et il y a de quoi faire en ce moment. J'ai lu tôt ce matin d'ailleurs votre article sur le site du Monde. Revoilà donc peut-être le 49.3, le fameux 49.3, cet outil de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans le vote des députés. À Matignon, je le rappelle, Elisabeth Borne l'a utilisé plus de 20 fois, notamment pour faire passer la réforme des retraites contre une majorité de Français. Et là, si on en reparle, au conditionnel pour l'instant, c'est à propos du budget. L'Assemblée est divisée, le débat sur le budget est enlisé. Anne-Charlène Bézinard, est-ce que ça va encore finir avec une cascade de 49.3 comme l'an dernier et comme il y a 2 ans ? C'est bien possible. En effet, au vu de la situation de l'Assemblée nationale, de sa composition politique au soir du 7 juillet, on pouvait déjà présager que quel que soit le Premier ministre qui serait choisi, l'article 49.3 pouvait largement s'imposer pour l'adoption du budget de l'année, étant donné que c'est un mécanisme qui est utilisé, qui est inscrit dans la Constitution pour les cas, on va dire, de crise et d'urgence. L'idée d'avoir une majorité à ce point-là relative ne facilite évidemment pas les choses, qui plus est sur le nerf de la guerre, qui est toujours celui des finances. Parce que c'est là qu'on structure les oppositions, c'est là qu'on structure si on est pour ou contre une vision de la politique, tout passe par l'argent. Et donc, ce moment budgétaire, évidemment, il cristallise un petit peu toutes les passions et toutes les haines. Crise, urgence, ce sont des mots que vous entendez en ce moment à l'Assemblée nationale, Mariama Daramé ? Alors c'est une expression qui est beaucoup reprise et appropriée par Matignon et Bercy, qui eux ont en tête la dégradation des finances publiques et l'idée que de toute façon ce budget doit entrer dans un cadre budgétaire contraint, donc à savoir l'idée qu'il faudrait revenir à 5% du déficit public d'ici l'année prochaine. Et donc crise-urgence parce que effectivement les marchés financiers nous observent. Là, pas plus tard que vendredi, l'agence Moody's n'a pas dégradé la note de la France, mais quand même la place sur une perspective négative. Et donc, politiquement, c'est vrai que là, le budget est inflammable, d'autant plus qu'il y a cette contrainte budgétaire qui ne permet pas de faire des compromis, j'allais dire, positifs pour les oppositions. Je rebondis sur ces deux mots, crise-urgence, parce que vous le disiez, Anne-Charlène Bézinard, c'est un outil normalement exceptionnel, le 49.3. Et on ne parle que de lui depuis 2 ans. À quel moment l'exceptionnel devient-il la norme ? À partir du moment où l'Assemblée nationale change de visage. En réalité, l'article 49 alinéa 3, il est même inscrit dans la Constitution pour essayer de ne pas s'en servir. Parce que quand tout se passe bien entre un Premier ministre et une majorité qu'on va qualifier de godillot, c'est-à-dire celle qu'on avait au début de nos 5e République, 300, 320 députés, que inutile de recourir au 49.3 quand les députés sont en faveur de votre budget, le Sénat, etc. Aujourd'hui, les majorités sont de plus en plus relatives, et ça c'est dans tous les parlements européens, presque mondiaux. Et donc, cette idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on apprend à travailler ensemble ou est-ce qu'on va recourir à des éléments qui vont permettre d'accélérer le débat ? Alors, cet article 49 alinéa 3, il a quand même le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'il peut nous sortir de l'ornière. Néanmoins, ça nous prouve quand même qu'en période de majorité relative, les majorités comme les oppositions n'arrivent pas à une forme de négociation comme on pourrait l'imaginer dans des parlements un peu plus rompus au compromis, parce que même sur cette question budgétaire, là on voit bien qu'on est uniquement dans l'idée de défendre un petit peu une certaine vision de la politique. C'est pas anodin que dès qu'on commence la discussion du budget, on ait un groupe de gauche qui présente un contre-budget, un groupe RN qui lui aussi fait une liste de 10 autres propositions, etc. Mais comment construire ensemble quand chacun a finalement un programme fiscal et financier différent ? Donc on était déjà parti sur une piste de 49.3 quand au premier jour, on n'a personne qui arrive à proposer quelque chose de constructif. Pourriez-vous, Anne-Charlène Bézinard, nous rappeler un point de droit constitutionnel précis ? Ce 49.3, le gouvernement peut-il l'utiliser comme il veut, quand il veut et autant qu'il veut ? Pas tout à fait. En réalité, l'article 49 alinéa 3, c'est un passage au chantage. C'est-à-dire que vous dites,
on ne discute plus du texte, on n'ajoute plus d'amendements, mais maintenant la discussion change. C'est autour de la confiance dans ce gouvernement que vous allez discuter. Et donc l'Assemblée nationale est obligée ou de renverser ou d'adopter le texte et le gouvernement ensemble. C'est un mariage forcé, en quelque sorte. Et ce mariage forcé, il a tellement été utilisé au début de la Ve République qu'en 2008, quand on a voulu rééquilibrer un petit peu le régime, on a choisi de limiter cet article 49 alinéa 3 au texte financier. Donc c'est pour ça qu'ici, dans les automnes budgétaires, loi de finances, mais aussi loi de financement de la sécurité sociale auquel il faut penser. C'est très important, ça c'est un des débats de la semaine avec des mesures hyper concrètes pour les Françaises et les Français. Il faut y penser évidemment que ça sera possible pour ce LFSS aussi. Tout ce qui est de nature financière, eh bien on peut utiliser cet article 49.3. Sinon, la cartouche n'est pas illimitée. Depuis 2008, pour un texte dit ordinaire, une loi sur les universités, l'école, la laïcité, en dehors etc. des budgets. En dehors des budgets, ça n'est qu'un texte par session, c'est-à-dire par calendrier plutôt scolaire pour l'Assemblée nationale puisqu'elle travaille de septembre à juin, et un donc en session extraordinaire de l'été. Donc on a limité le nombre de fois où on peut recourir au 49.3, mais attention, sur un texte, comme le budget, c'est illimité. Ça peut être en première lecture, en deuxième lecture, en lecture de négociation, donc ça peut être très 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 nombreux. Ça promet éventuellement des heures agitées. C'est un point important qu'Anne-Charlène Bézina commençait à évoquer, Mariama Daramé. C'est la responsabilité que le gouvernement engage en cas de 49.3. C'est ça aussi le scénario tout de même. Est-ce que les députés vous en parlent beaucoup, ça, cette possibilité d'une chute du gouvernement Barnier ? En fait, globalement, ça fait 3 ans et depuis l'avènement de la majorité relative de façon structurelle que les députés anticipent de toute façon qu'il y aura un 49.3 sur les textes budgétaires, partant du principe que eux ne veulent pas justement rentrer dans une chorégraphie du compromis à l'Assemblée et donc souhaitent garder leur identité d'opposants face au gouvernement. Et donc en fait, ce qui se passe là sur le 49.3, c'est que beaucoup aimeraient pousser à la faute le gouvernement en estimant que c'est à lui de prendre la responsabilité, et d'autant plus que Michel Barnier subit un procès en illégitimité depuis sa nomination le 5 septembre et tout l'épisode de la dissolution en fait qui est un fond continu en fait depuis la reprise des travaux parlementaires et qui vient en fait contaminer l'activité des uns et des autres, et tout n'est vu qu'à travers ce prisme, à savoir l'idée que Michel Barnier en fait n'est peut-être pas la bonne personne au bon endroit, et on le ressent aussi du côté du camp présidentiel, et ça c'est quand même le plus étonnant aujourd'hui. Avec des divisions très importantes qu'on a entendues de manière éclatante encore ces derniers jours. Depuis le début de la discussion budgétaire, Anne-Charlène Bézina évoquait les présentations de différents contre-budgets. Il faut aussi souligner que le groupe de Gabriel Attal, Ensemble pour la République, a aussi présenté un contre-budget alors qu'il est lui-même censé soutenir le gouvernement. On assiste du côté du socle commun là, durant cette discussion budgétaire à quelque chose d'assez spectaculaire. On a énormément de députés EPR qui prennent la parole dans l'hémicycle pour contester les arbitrages et les choix budgétaires de Michel Barnier, en estimant que justement la politique de l'offre qui a été menée depuis 7 ans est battue en brèche par la hausse de la fiscalité notamment. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a une vraie contestation au sein du socle commun, entre guillemets, de la légitimité de Michel Barnier à être un chef de la majorité. Et sur l'usage du 49.3, est-ce que vous retenez, est-ce que vous entendez vous aussi ce mot de chantage ? Un instrument de chantage, le 49.3, c'est ça ? En fait, aujourd'hui, est-ce que c'est un instrument de chantage ? Peut-être pas tant que ça, dans la mesure où c'est vrai que ça arrange énormément de groupes parlementaires de ne pas avoir à voter un budget aussi impopulaire. Donc en fait, on parle du jeu de la responsabilité, mais on est un peu dans ce moment aussi où les acteurs subissent une sorte de crise de la responsabilité, où personne n'est prêt aujourd'hui à endosser la responsabilité à la fois d'un budget impopulaire et d'un champ politique qui est un peu en ruine aujourd'hui. On regardera tout à l'heure plus précisément les stratégies des uns et des autres, mais je voudrais qu'on s'arrête quand même tout de même sur ce sujet démocratique de base, si on prend un peu de recul. Le principe tout de même du 49.3, Anne-Charlène Bézina, c'est imposer une décision aux députés. Ce fonctionnement-là peut-il devenir banal, ordinaire, avec des journalistes qui le chroniquent au jour le jour comme nous le faisons aujourd'hui ?
J'ai le sentiment que c'est possible, en effet, que cet article 49.3 devienne une forme de coutume parlementaire de la majorité relative, si, précisément, vous parliez de paralysie, en quelque sorte, de la responsabilité politique des uns et des autres, si les oppositions et la majorité ne jouent pas un jeu différent. L'article 49.3, c'est une forme d'échec partagé, c'est-à-dire que c'est la majorité qui n'a pas su convaincre, mais c'est l'opposition qui n'a pas su faire autrement non plus, parce que on parle souvent de l'idée que cela arrange la majorité, mais je crois qu'on doit voir les choses à front renversé. Les oppositions qui votent un 49.3 sont en quelque sorte théâtralement mises au pied d'un mur qu'elles peuvent parfois avoir indirectement choisi. Ici, l'idée que Michel Barnier ait été choisi pour cette page budgétaire n'est pas anodin. C'est cette figure de conciliateur qu'on lui prête depuis le Brexit, etc., est totalement adaptée à la période financière qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il savait dans quoi il se lançait à ce moment-là, et ce gouvernement a été, de toute façon, à l'épreuve du feu sur ce budget-là, parce que l'idée, c'était d'arriver à présenter quelque chose qui allait redresser la barre, avec un paradoxe énorme. On a parlé d'EPR, et je crois que vous avez vraiment bien fait de le rappeler, Ensemble pour la République, en disant que, en fait, c'est un budget qui a été à moitié préparé par une ancienne majorité, puisque la dissolution est arrivée en milieu de période budgétaire. C'est d'ailleurs en juin qu'on a les arbitrages. Donc, préparé par une première majorité, et ensuite défendu par une autre majorité. Donc ce budget-là, de toute façon, allait avoir quelque chose de complètement inédit, de complètement illégitime pour celui qui allait le présenter. Donc on est de toute façon face à l'idée que le 49.3 va peut-être devenir aussi un moyen de se structurer pour les oppositions, pour les majorités, et voilà, c'est peut-être aussi une nouvelle manière de gouverner. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on en arrive plutôt à la culture du compromis. Anne-Charlène Bézina, ou de se défausser systématiquement? Peut-être que les oppositions peuvent se restructurer aussi, parce qu'en fait, si vous prenez par exemple la logique historique de la 3e, de la 4e République, à partir du moment où on vote une motion de censure, où on vote oui ou non à un budget, on voit qui est dans le camp de qui. Et c'est peut-être cette logique-là que les groupes politiques essayent d'éviter, mais il y a bien un moment où il va falloir être en face d'une réalité. Je rappelle que si le gouvernement Barnier devait véritablement tomber sur une motion de censure, ce serait par l'alliance du baiser de la mort, en quelque sorte, entre le RN et le LFI. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments de clarification, je reprends le terme de la dissolution, du jeu politique, qui seront intéressants à voir au fil du temps. Je me remets du côté de l'opinion. On parle souvent de parlementarisme rationalisé. Mais là, démocratiquement, dans le climat que nous vivons, est-ce que c'est sain? Je vous pose la question à toutes les deux. Mariama? Justement, il faut aussi recontextualiser l'usage du 49.3, notamment depuis 2022. Si on prend le cas d'Elisabeth Borne, qui était la première ministre qui a usé du 49.3 sur la période la plus courte. Donc elle a utilisé, il me semble, 23 49.3, et notamment sur la réforme des retraites. Et il faut quand même qu'on souligne que l'usage du 49.3 sur cette réforme-là a cristallisé dans l'opinion l'idée que quelque chose dysfonctionnait dans notre système démocratique. Qu'en fait, en étant dépourvu de majorité et en défendant un projet politique impopulaire, on pouvait quand même outrepasser la volonté générale. Et donc, en fait, c'est en ça où aujourd'hui, l'usage du 49.3 est vu aussi comme une forme d'aveu d'échec politique, mais aussi de déni de démocratie. Mais comme ça a toujours été le cas, mais d'autant plus aujourd'hui où on n'a pas de majorité qui s'exprime à l'Assemblée, et où finalement l'opinion est aussi en défiance maximale vis-à-vis de la classe politique. Anne-Charlène Bézina? Peut-être dire qu'il y a plusieurs 49.3 aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser un 49.3 sur un véhicule législatif complètement inadapté comme celui de la réforme des retraites. On peine à comprendre pourquoi c'était une loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Tout ça pour arriver à voter cela très vite, à mettre tout le monde d'accord en un temps record. Ça, c'est vraiment quelque chose qui choque l'opinion. Néanmoins, l'article 49.3, on peut aussi l'utiliser en sécurisation, en fin de discussion, pour discipliner au sein même de sa majorité, ce que par exemple Michel Barnier semble être obligé de faire. Et ça, c'est pas le même 49.3 qu'Elisabeth Borne a utilisé notamment sur son budget, parce que si on l'utilise au départ sans retenir d'amendement, ça a quelque chose de très brutal. Mais on peut le retenir à la fin, en retenant aussi ce que tout le monde a travaillé. Mais sur la réforme des retraites, Elisabeth Borne l'assume encore aujourd'hui, douloureusement, mais elle assume le 49.3 dans son livre qui vient de paraître 20 mois à Matignon chez Flammarion.
Elle dit que pour elle aussi, cet épisode fut d'une violence inouïe, c'est son expression, mais elle explique qu'il fallait que la réforme passe, qu'elle était nécessaire. Est-ce que la fin justifie les moyens dans ces moments-là? C'est ça aussi l'arbitrage, Mariama Daramé? C'est ça, ça reste un arbitrage politique, et notamment pour le Premier ministre qui sait qu'il se retrouve seul face à l'opinion, face à sa majorité qui a l'impression de ne pas avoir été respectée, face aux oppositions qui crient d'emblée au déni de démocratie. Et donc c'est un choix politique qui relève de l'arbitrage et de l'appréciation ou non d'adopter un projet de loi qui va dans le sens de l'intérêt général. Et je pense que c'est la lecture qu'en fait Elisabeth Borne et qu'elle n'a pas forcément envie de se déjuger malgré l'impopularité qu'a suscité sa démarche. Anne-Charlène Bézina, je rappelais le titre de votre livre, là, cette constitution qui nous protège. Est-ce que le 49.3 nous protège ou nous menace aujourd'hui? Moi, je suis une très fervente défenseur de la Ve République dans son esprit initial, c'est-à-dire que l'article 49.3, pour moi, nous protège des budgets de la 4e République, c'est-à-dire par exemple celui de l'année 56, voté en presque 2 ans. On avait l'habitude de bloquer les horloges du Sénat et de l'Assemblée nationale le temps que les budgets soient adoptés. Je pense que ce type de contournements font beaucoup de mal à la démocratie, et donc l'idée qu'on puisse, dans l'urgence et quand cela est nécessaire, recourir à des armes, certes brutales, mais pour en arriver à un objectif, encore une fois, on le disait, d'intérêt général, ça me paraît être salutaire. Néanmoins, encore faut-il l'utiliser dans des cas extrêmes et lorsque la démocratie l'exige. Mariama, d'un mot? Moi, je nuancerais dans la mesure où aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans une période, et on la vit depuis 2022, de la disparition du fait majoritaire. Donc à partir du moment où le 49.3 est utilisé pour pallier à cette absence de fait majoritaire, c'est vrai qu'il peut avoir un effet pervers dans la mesure où on se dit que le Premier ministre, ou en tout cas le gouvernement, peut exercer son pouvoir sans avoir une majorité en capacité d'exprimer la volonté générale. Et c'est en ça où c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un rapport au 49.3 sain. Et c'est passionnant. On va continuer, beaucoup de choses à dire. On vous retrouve toutes les deux dans une vingtaine de minutes. Mariama Daramé, Anne-Charlène Bézina, le 49.3. Pourquoi tant de haine? Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. Dans les Caraïbes, c'est la saison des ouragans. À l'Assemblée, c'est la saison des 49.3 ou des possibles 49.3. Puisqu'au Palais Bourbon, clairement, là, ces jours-ci, ces heures-ci, la fièvre monte pour faire passer le budget et celui de la sécurité sociale aussi. Le gouvernement va-t-il utiliser l'article 49 de la Constitution, alinéa 3? Cet outil, je le rappelle, permet au gouvernement de faire adopter un texte sans le vote des députés. Elisabeth Borne, quand elle était à Matignon, l'a utilisé plus de 20 fois. Depuis 2 ans, et particulièrement depuis la réforme des retraites, le 49.3 est très impopulaire. Pourquoi tant de haine? Quelle est la stratégie du gouvernement, de ses partisans, de ses opposants? Et puis, faut-il en finir avec ce fameux 49.3? Voilà des questions dont nous allons parler avec nos invités qui étaient là tout à l'heure et qui sont restés. Anne-Charlène Bézina, enseignante à l'Université de Rouen et à Sciences Po Paris, spécialiste de la Constitution. Jeudi, vous publierez, Anne-Charlène Bézina, cette Constitution qui nous protège, chez XO Éditions. Toujours avec nous également, Mariama Daramé, journaliste au Monde, où vous suivez précisément l'actualité du Parlement et vous ne vous ennuyez pas en ce moment. Et puis Stéphane Robert, le chef du service politique de France Culture, nous a rejoint pour cet échange. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean. C'est vrai que la situation est extrêmement étrange à l'Assemblée nationale, même si nous nous sommes habitués les uns et les autres à cette étrangeté parlementaire. Officiellement, le débat sur le budget continue. La discussion doit d'ailleurs reprendre la semaine prochaine sur les recettes. Et en attendant, place au budget de la sécurité sociale qu'on va suivre cette semaine. Mais les apparences, c'est une chose. La réalité, c'est autre chose. Les débats ont pris du retard, l'horloge tourne, et le budget, là, tel qu'on le voit aujourd'hui, ne ressemble plus du tout au projet du gouvernement. Le fantôme du 49.3 plane donc à nouveau sur l'Assemblée. Mariama Daramé, vous passez beaucoup de temps à l'Assemblée nationale. J'ai remarqué un point, vous allez me dire si j'ai raison de l'avoir observé. J'ai l'impression que beaucoup de parlementaires censés soutenir le gouvernement sont absents, font défaut. Combien étaient-ils là ce week-end lorsque les débats ont continué? Alors ce week-end en moyenne, donc samedi les débats ont continué sur la partie recettes et samedi en moyenne il devait être une trentaine sur 220 qui se revendiquent en soutien à Michel Barnier sur ce budget. Donc c'est quand même assez interpellant dans la mesure où effectivement dans la tradition parlementaire les députés qui sont en séance sur le budget, c'est les commissaires aux finances. Donc c'est ceux qui sont spécialisés sur les questions budgétaires. Mais là, il y avait quand même un enjeu politique, c'est-à-dire pour Michel Barnier de démontrer qu'il avait quand même des soutiens derrière lui malgré sa
majorité très relative. Et lui, il a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises, s'il est là, c'est aussi parce qu'il était celui qui était, qui disposait d'un socle entre guillemets, parlementaire un peu plus important que ses opposants à l'extrême droite ou à gauche. Moins minoritaire que les autres. Voilà, moins minoritaire que les autres, on peut le dire comme ça. Et donc, en fait, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que à la fois les députés macronistes, les députés LR, voire même les députés Lyotte, ont fait la démonstration que Michel Barnier n'avait potentiellement pas de socle commun, dans la mesure où ils étaient très peu présents en séance. Après, on peut l'expliquer du fait de l'organisation des travaux parlementaires, parce qu'il y a aussi des débats en commission, il y a aussi des travaux d'audition, et puis il y a le travail en circonscription qui n'est pas visible. Avec accessoirement celles et ceux qui préparent peut-être une campagne législative dans quelques mois. Exactement. Et donc, en fait, toutes ces causes-là provoquent cette image qu'on a pu voir cette semaine à l'Assemblée, donc des rangs clairsemés dans les rangs du bloc central censé soutenir Michel Barnier. Mais c'est vrai que c'est un signe, en tout cas, du délitement en fait, de ce socle commun avant même que le 49.3 ait été prononcé. Stéphane Robert, comment l'interprétez-vous ce signe, comme Mariama ? Oui, je pense qu'il y a deux explications. Il y a la première explication, c'est qu'il va falloir assumer ce budget, qui est un budget qui va être difficile à assumer. Et quand on est de droite, assumer d'augmenter les impôts, c'est pas facile, ça. Donc voilà, il va falloir assumer pour EPR, Ensemble pour la République, il va falloir assumer pour les Républicains. Donc il y a beaucoup de députés qui ne sont pas prêts à assumer ça parce qu'ils anticipent aussi le fait, ce que vous disiez à l'instant, qu'il puisse y avoir des législatives anticipées d'ici quelques mois, et donc il va falloir assumer devant ses électeurs. Et donc il va falloir assumer ce budget devant ses électeurs. Donc là, pour préparer ça, il y en a beaucoup qui sont dans leur circonscription et qui participent à toutes les réunions publiques pour essayer qui sont presque déjà en campagne. Donc voilà, c'est à mon avis les deux explications qu'on peut faire valoir ici. Je vais en ajouter une autre ou en suggérer une autre. Je reviens à mon cher 49.3, Anne-Charlène Bézinement. Cette perspective qui est dans l'air, là, qui flotte dans l'atmosphère, avant même d'ailleurs que le débat commence, il y a quelques jours, on disait oui, il va arriver, la question c'est de savoir quand et comment, sous quelle forme, etc. C'est une vraie question pour les députés aussi, ceux qui viennent siéger en séance et ceux qui n'étaient pas là encore ce week-end. À quoi servent-ils ? À quoi servent-ils ? À quoi sert le travail parlementaire si, au bout du couloir, vous avez un 49.3 qui tombe ? Alors ça dépend du 49.3, encore une fois, étant donné que amender le texte n'est pas complètement inutile si le chef du gouvernement, le Premier ministre, décide de retenir des amendements qui ont fait partie de la discussion. Et par exemple, si on prend la pratique de Michel Rocard dans les années 80-90, eh bien, les articles 49.3 étaient plutôt conçus en fin de vote comme des éléments qui venaient quand même donner du droit à ceux qui avaient amendé le texte. Donc, est-ce que vous pouvez préciser ça précisément sur la manière dont ça se passe ? Vous avez commencé tout à l'heure à nous le dire. Certains vont même jusqu'à dire qu'il y aurait un bon versus un mauvais 49.3. Lorsqu'un gouvernement active cet article 49 alinéa 3, qu'est-il obligé ou pas de reprendre par rapport à sa copie initiale ? Absolument rien. Le gouvernement et le Premier ministre n'est obligé de rien. C'est le principe de cet article 49 alinéa 3, c'est de laisser les coudées franches. Attention, même pas au gouvernement, au Premier ministre. C'est le seul moment de sa carrière où il est en solo, ce Premier ministre, dans la Constitution. Et il décide de la version du texte, c'est-à-dire est-ce que je soumets à la responsabilité des députés le texte tel que moi je l'avais présenté à l'initiale, c'est-à-dire un projet sans les amendements. Est-ce que je retiens certains des amendements de ma base ? Est-ce que je retiens certains des amendements de l'opposition ? Est-ce que je retiens tous les amendements acceptés jusqu'alors ? Et quelle version du texte et surtout à quel moment ? Est-ce que j'utilise le 49.3 dès le début de la discussion pour être sûr de toute façon que la discussion qui ne servira à rien s'éteigne ? Ou est-ce que je laisse discuter et je prends en compte la discussion et j'utilise le 49.3 en dernier jour en vote ? Donc oui, je crois qu'il y a pas forcément un bon et un mauvais, mais en tout cas deux 49.3 dans leur philosophie. Celui au départ, qui est un peu brutal, et celui à la fin qui vient plutôt être conçu comme un instrument de sécurisation et qui peut être le réceptacle de tout ce qui s'est passé jusqu'alors. Donc les oppositions peuvent être plus ou moins brutalisées par cet article 49.3. Et encore un mot peut-être par rapport à ces rangs
clairsemée. On oublie très souvent la formation politique centriste dans la nouvelle donne politique du 7 juillet. C'est-à-dire que, quel que soit le gouvernement qui allait être choisi pendant l'été, cette base-là, c'est quand même 115, 120 députés, ce qui signifie qu'eux aussi peuvent faire et défaire des gouvernements. Et ils ont cette difficile tâche de participer à une majorité qui n'est pas la leur. Ils sont, il faut le dire, dans l'opposition à Michel Barnier, puisque Michel Barnier déconstruit le gouvernement tel qu'il l'avait préparé depuis le mois de janvier. Donc c'est une posture très schizophrène de ce centrisme, étant donné que ils ne peuvent pas ne pas défendre les acquis qui sont les leurs depuis, on va dire même 2017 pour certains, je pense notamment à Bruno Le Maire, alors qui certes n'est plus au gouvernement, mais qui a quand même préparé ce budget. Et ils ne peuvent pas non plus ne pas soutenir Michel Barnier, puisque le président est en tenaille. C'est ça la fameuse cohabitation dont on nous a parlé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en cohabitation, mais on n'est certainement pas en majorité non plus. Tous les néologismes de cette année, un jour, il faudra faire là aussi un dictionnaire. Stéphane Robert, c'est vrai que pour l'instant, Michel Barnier dit... Je veux laisser du temps à la discussion. On s'est demandé si le 49.3 n'allait pas intervenir beaucoup plus tôt. On est lundi matin, il est 8h30, pas de 49.3 pour l'instant. Non, et puis le ministre du Budget a redit ce week-end qu'a priori, on laisserait se dérouler les débats. Mais c'est pour la forme ou c'est sérieux ? Est-ce qu'il a intérêt à déclencher un 49.3 tout de suite ? Il y a plusieurs conseillers ministériels qui expliquent que si on le fait tout de suite, là, eh ben, il va falloir le faire sur chaque volet du budget. Ça fait comme Elisabeth Borne dit 49.3. Déjà, ce sera une brutalisation comme ce qu'a pu apparaître la politique menée par Elisabeth Borne sur le budget. Ça, est-ce qu'il a très envie de le faire ? Pas forcément. Et ensuite, s'il fait le 49.3... ça donne une occasion au Rassemblement national et évidemment à la gauche aussi de voter. Ça fait 10 49.3 qui peuvent voter pour le faire tomber. Est-ce qu'il a envie de prendre ce risque-là ? Toujours aussi ce fantôme de la motion de censure qu'on commençait à évoquer tout à l'heure. Il est là, hein. Le fantôme de la motion de censure et la possibilité que le gouvernement tombe. On donne 10 fois l'occasion aux députés de l'opposition de le renverser. Est-ce qu'il a très envie de faire ça ? Ce serait a priori beaucoup plus confortable d'attendre que le débat se passe et puis après de renvoyer donc le texte au Sénat, que le Sénat remette un texte qui lui soit un peu plus favorable, parce que le Sénat évidemment de droite a priori est un peu plus sur la ligne que peut défendre Michel Barnier. Et puis tout à la fin, on fait la commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, selon les équilibres, elle est plutôt favorable à Michel Barnier. Alors, il y a un cas de figure où elle l'est pas, où il n'a pas la majorité. Mais un cas sur 3. Bon, après, on peut s'arranger pour que ça tombe le jeu sur le moment où vous avez la majorité. Mais vous faites le 49.3 à l'issue, après la commission mixte paritaire, pour contraindre l'Assemblée nationale à voter finalement le texte final, et vous avez une fois l'occasion de le reverser. Et là, une fois, c'est beaucoup plus facile, a priori, de pas être renversé une fois plutôt que 10 fois, quoi. Mariama Daramé, est-ce le scénario le plus probable pour vous, ça ? Alors, je ne serais pas aussi définitive dans la mesure où, en fait, là, les parlementaires, cette semaine, débattent du projet de loi de finances de financement de la sécurité sociale. Donc, il y a un enjeu de savoir si le texte sera rejeté d'emblée. Si tel n'était pas le cas, est-ce qu'ils iront au bout de l'examen du texte ? Il y a plus de 2000 amendements, donc on va toujours se poser la question des délais, vu qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui d'embolie du débat parlementaire, avec 11 groupes représentés à l'Assemblée. Et donc, je vous mets au défi de tous les citer, mais ça crée ça fait peser une contrainte structurelle sur la qualité des débats et sur la manière dont ils sont menés et dont ils peuvent aller à leur terme. Et donc, en fait, tous les scénarios sont encore sur la table. Si les députés parviennent à examiner l'ensemble des textes et à pousser le gouvernement à aller à un vote, est-ce que le gouvernement pourra s'empêcher de faire un 49.3 pour éviter que la première partie d'un des textes budgétaires soit rejetée ? En fait, tous les scénarios sont encore plausibles. Anne-Charlène Bézina, vous vouliez réagir ? Oui, peut-être parce que c'est intéressant ce qu'on entend sur le jeu des oppositions. On oublie très souvent que l'article 49.3 dépend aussi de la manière dont le débat va se dérouler. C'est-à-dire que si le gouvernement a espoir qu'un texte puisse être adopté, il n'y a même aucun intérêt, je vais plus loin, à recourir au 49.3. S'il est sûr de sa base, si finalement des amendements des deux côtés sont adoptés, si la loi de financement rectificative sur la sécurité sociale passe,
Tout ça, ça sera des indicateurs pour lui. Donc il y a évidemment des éléments dans la discussion, dans la manière dont les groupes politiques vont réagir, qui influencent ou non la manière dont on agit pour le 49.3. Je voudrais dire aussi un mot des délais. On nous dit souvent que le gouvernement dégaine ou pas l'article 47, l'article 47.1 pour les projets de loi de finances ou les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Rappelons bien que c'est le cadre qui s'exerce tous les ans depuis la Ve République pour les projets de loi de finances. Ces 70 jours, on les a quasiment toujours respectés. Il y a eu, ça, c'est une obligation absolue. Hein. C'est une obligation absolue pour une simple et bonne raison. Notre système fiscal, comptable et financier fonctionne sur une annualité budgétaire au 1er janvier. Donc il nous faut un budget pour fonctionner au 1er janvier. C'est ça l'urgence. Stéphane, il y a une chose qu'on peut dire, je pense, sur le 49.3 qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est qu'il a un peu perdu de sa force, 49.3, du fait de la dissolution qui a eu lieu en juin dernier. Parce que la conséquence d'un 49.3, et c'est là où vous mettez en balance finalement, où le gouvernement met en jeu sa responsabilité, c'est vrai, il peut chuter, mais derrière, la conséquence qu'il peut y avoir, c'est une dissolution. Et donc, ce qui contraint les parlementaires en général à faire attention et à réfléchir à 2 fois avant de voter une motion de censure, c'est le fait qu'ils vont devoir retourner devant les électeurs. Là, ce ne sera pas le cas. C'est beaucoup plus facile de voter, ça coûte pas cher finalement, de voter un 49.3 aujourd'hui, là, sur le budget, parce que la conséquence, ce sera la chute du gouvernement de Michel Barnier. Mais pas de législative tout de suite. Mais pas de législative anticipée qui ne peuvent pas intervenir avant l'été prochain. Donc ça, pour le coup, c'est un petit peu plus facile. Alors, ce qui est un petit peu moins facile, c'est qu'il va falloir assumer le chaos que ça va engendrer. Parce que si le gouvernement Barnier chute, ça veut dire qu'on n'aura pas le temps de construire un nouveau budget d'ici le 31 décembre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget pour 2025. Donc comment on fait et là, c'est une vraie question. Il va falloir assumer... C'est un peu vertigineux quand même, là. Hein. Oui. Et ça, c'est les oppositions qui auront voté la motion de censure, si ça doit arriver, qui devront assumer cette situation. Je ne voudrais pas ajouter de la complexité à la complexité, mais si, tiens, je n'y résiste pas. Vous avez parlé de l'article 47, Anne-Charlène Bézina. De quoi s'agit-il ? C'est le cadre dans lequel on vote les budgets chaque année, c'est-à-dire l'article de notre Constitution qui est relatif au vote de nos budgets et qui nous dit en effet qu'il y a un délai restreint. J'ajoute que ça n'est pas possible, comme aux États-Unis, que nous vivions une situation dite de shutdown, c'est-à-dire un échec à voter les crédits pour financer nos fonctionnaires, nos services publics. La Constitution de 58 est faite de telle manière qu'elle est un peu en réaction à ce qu'avaient vécu les républiques précédentes. Il y a eu une forme de crainte de la part des rédacteurs de la Constitution d'en arriver à ce type de situation. Et donc, si toutefois nous devions dépasser ce délai du 1er janvier, il nous reste des cartouches. Mais attention, si vraiment on vote un budget en mars, ce sera un simple budget de fonctionnement, c'est-à-dire ceinture pour tout le monde, vote des services publics, vote des fonctionnaires, mais absolument plus de coloration politique pour le budget. Et ça fera mal à la France. Je voudrais qu'on revienne à notre question de départ autour de ce 49.3 et de sa perception dans l'opinion. C'est très important. C'est très important. Il est impopulaire. Les gens en parlent, y compris des gens qui sont loin de l'actualité politique. Le 49.3 a marqué les esprits, notamment on en parlait sur les retraites. Mariama Daramé, pourquoi ne pas le supprimer, ce 49.3 ? Est-ce que des députés en parlent ou en reparlent ? Il en était question il y a quelques années. Alors, il y a quelques années, même il y a quelques mois, le groupe écologiste, il me semble, c'est l'année dernière, ou en tout cas, non, c'est en début d'année ou au printemps, avait déposé dans sa niche parlementaire une proposition de loi pour supprimer le 49.3. Et le débat revient régulièrement. Il me semble que Manuel Valls, pendant la primaire socialiste, l'avait aussi défendu. Benoît Hamon aussi, en 2017, avait plaidé pour sa suppression. Et donc, le débat revient, mais en fait, plus globalement, c'est plus la question des équilibres politiques et constitutionnels dans lesquels on se trouve aujourd'hui, qui sont davantage à interroger et que les députés interrogent à travers l'usage de cet outil constitutionnel. Mais ils parlent de cette possibilité quand vous discutez avec eux, se débarrasser du 49.3, imaginer autre chose ? En tout cas, c'est pas se débarrasser du 49.3, mais c'est tenter de réformer la Ve République plus globalement, avec un rééquilibrage des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et avec vraiment cette conviction qui est de plus en plus partagée dans tous les bancs, que quelque chose dysfonctionne. Et pas seulement au niveau de la procédure parlementaire qui peut parfois apparaître comme étant archaïque, mais aussi au niveau globalement de l'architecture de la Ve République qui semble ne convenir à plus grand monde, excepté les partis qui l'ont le parti qui l'a fondé, le parti gaulliste, donc les Républicains aujourd'hui.
Et pour vous, Anne-Charlène Bézina, c'est vraiment là un coup de pied dans la fourmilière qu'il faudrait donner si on voulait oublier le 49.3 et ses conséquences sur l'opinion. C'est bien au-delà qu'il faut aller, en fait, c'est ça ? Je crois que si on parle de rééquilibrage de la Constitution, évidemment, il faudra aller bien au-delà de la suppression pure et simple par un trait de plume de l'article 49 alinéa 3. Je rappelle que en termes culturels, vous avez cité Manuel Valls, Benoît Hamon, c'est la gauche qui a eu le plus de mal à ingurgiter en quelque sorte cet article 49 alinéa 3. Je rappelle que le terme de déni démocratique, le premier qu'il emploie pour l'article 49 alinéa 3, c'est François Hollande quand il est parlementaire. Et finalement, en tant que président de la République, il est bien obligé de le faire passer pour Manuel Valls. Michel Rocard, 28-49-3 tout de même. Voilà, François Mitterrand lui-même y était très hostile et puis Michel Rocard est obligé de l'utiliser. Donc moi je crois que l'article 49 alinéa 3, comme l'article 16, comme beaucoup d'articles un peu brutaux comme ça, l'article 16 c'est tout juste une dictature présidentielle. Heureusement, on l'a utilisé qu'une seule fois sous la Ve République. Mais c'est cette idée d'avoir des armes de crise pour les situations de crise. Donc moi, je crois que s'en démunir, c'est une mauvaise idée. Je crois que changer la Ve République, c'est possible en le faisant... vous savez, il y a cette opposition dans l'histoire constitutionnelle entre ce qu'on appelle la société, les mœurs, le social, les valeurs, et le politique. Et les régimes vont bien quand la société et le politique sont en coordination et s'entendent. Aujourd'hui, il y a un décalage entre la société et le politique qui n'est pas du fait de la Constitution, mais que la Constitution pourrait absorber. Donc oui, la Constitution peut sentir son temps, on peut changer les modes de scrutin, les modes de responsabilité, on peut réfléchir à beaucoup de choses qui la rééquilibrent, mais faut-il se démunir des arguments de l'urgence, des moments dans lesquels on peut avoir besoin de recourir à ces instruments-là? Je n'en suis franchement pas convaincue. Stéphane Robert? Je pense qu'il faut partir de la logique de la Ve République. La logique de la Ve République, c'est quoi? C'est que vous élisez un président de la République au suffrage universel, que ce président de la République nomme un Premier ministre, et donc, par voie de conséquence, un gouvernement, que ce gouvernement met en place une politique pour laquelle a été élu le président de la République, et soit il a une majorité à l'Assemblée nationale qui lui permet de mettre en œuvre cette politique, soit il ne l'a pas ou il ne l'a pas tout le temps, et il a des outils pour contraindre le Parlement. Le 49.3 fait partie de ça. Voilà. Vous avez toute une logique de la cinquième qui conduit en fait, à avoir un article comme le 49.3 dans la Constitution et à pouvoir l'utiliser. Donc si vous posez la question de savoir s'il faut supprimer le 49.3, vous posez la question de savoir est-ce qu'on remet en cause toute cette logique de la Ve République? Donc voilà, c'est la question. C'est un édifice. C'est un édifice. Et la clé de voûte de cet édifice, c'est l'élection présidentielle et c'est le président de la République à qui on donne les pouvoirs de mettre en œuvre une politique pour laquelle il a été élu. Mariama Daramé, que faut-il changer finalement? Quelques articles de la Constitution. Non, je ne vais vous pas demander un cours de droit public, mais quelques points de la Constitution ou notre manière de fonctionner, notre culture politique, celle que vous voyez à l'œuvre jour après jour en ce moment à l'Assemblée nationale. Elle est où la clé? Alors, en tant qu'observatrice, c'est vrai que là, tout le débat qu'on a depuis quelques minutes sur le 49.3, en fait, ce qui porte en lui, je pense, et dans la manière dont on peut comprendre aujourd'hui les acteurs politiques, c'est leur capacité aujourd'hui à endosser la responsabilité. Et quand on parle de 49.3, on doit d'abord parler du fait que le gouvernement, le Premier ministre, va engager sa responsabilité. Et en fait, je le disais un peu tout à l'heure, on est un peu dans ce moment où les acteurs politiques ont un rapport à leur propre responsabilité qui est de plus en plus détérioré. Il y a une forme d'inconséquence aujourd'hui qu'on observe dans tous les camps politiques. Des paris qui sont liés aussi au temps politique qui s'accélère avec l'élection présidentielle qui aura lieu dans 3 ans. Et donc, c'est aussi cette question-là que porte le débat autour du 49.3. Merci à tous les trois. Mariama Daramé, on continue à vous lire dans Le Monde, au Parlement, au cœur du Parlement. Stéphane Robert, on vous retrouve dans les journaux de France Culture, évidemment. Et puis, je rappelle, Anne-Charlène Bézina, votre livre, Cette Constitution qui nous protège chez XO Éditions. Merci à tous les trois. On retrouve votre échange sur franceculture.fr et l'appli Radio France.